J'ai invité ma famille à mon 30e anniversaire. Personne n'est venu. J'ai appelé mon fiancé, mais il était en voyage d'affaires. Puis j'ai vu les photos du mariage. Ma sœur était la mariée. Mon fiancé était le marié. Ma mère a appelé, en pleurant, nous pensions que vous vous étiez séparés. J'ai raccroché et j'ai appelé mon avocat. Je m'appelle Amélia. J'ai 30 ans. Avant de vous parler du procès qui a déchiré ma famille, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Merci d'être là et j'espère que vous passez une bonne journée. Mon histoire commence un mardi, le jour de mes 30 ans. Le jour où ma vie, telle que je la connaissais, a pris fin. J'étais assise sur mon canapé dans le silence de mort de mon appartement. Le silence était la chose la plus bruyante dans la pièce. Cela devait être une soirée remplie de rires, de tintements de verre et de la chaleur des gens que j'aimais. Au lieu de cela, le seul son était le bourdonnement du réfrigérateur. Je faisais défiler mon téléphone sans réfléchir, essayant d'engourdir la douleur vide dans ma poitrine. Une notification est apparue. Une identification dans une photo. J'ai tapé dessus sans réfléchir. Et voilà. La photo était magnifique, réalisée par un professionnel, lumière douce, rose blanche partout. Ma jeune sœur Olivia était au centre, portant une magnifique robe de dentelle blanche. Une mariée. Pendant une fraction de seconde, j'ai ressenti une douleur confuse de blessure. Elle se mariait et ne m'avait même pas dit. Et puis j'ai vu le marié. Mon sang s'est glacé. J'ai eu l'impression que l'air avait été aspiré de mes poumons. Il se tenait à côté d'elle, sa main sur sa taille, arborant un sourire que je connaissais mieux que le mien. C'était Ethan. Mon Ethan, mon fiancé. Le téléphone me glissait dans la main. Je ne pouvais pas respirer. J'ai zoomé, mon pouce tremblait tellement que je pouvais à peine le contrôler. C'était lui. Les mêmes cheveux sombres, la même mâchoire forte, les mêmes yeux bleus qui m'avaient promis l'éternité la semaine précédente au dîner. Le silence dans la pièce n'était plus silencieux. Il hurlait. Quelques heures auparavant, j'étais debout dans un jardin ensoleillé de Napa Valley, entouré de chaises vides. J'avais passé 6 mois à organiser ma fête de 30e anniversaire. C'était censé être une célébration, une étape importante. J'avais réservé ce magnifique petit lieu avec des guirlandes lumineuses accrochées entre de vieux chênes. 50 chaises, 50 couverts, un gâteau au citron et à la lavande qui coûtait une petite fortune. Et personne n'est venu. D'abord, ma mère Carole m'avait appelé ce matin-là. Sa voix était imbibée de fausse sympathie. « Oh ma chérie, quelque chose de terrible est arrivé », avait-elle dit. « Une urgence familiale. Ton père et moi devons nous en occuper. Nous sommes tellement désolés de manquer ta grande journée. Une urgence familiale. » Les mots sonnaient répétés. Creux. Mon père Richard n'a même pas pris la peine d'appeler, juste un simple message texte. Je ne peux pas venir. On se parle plus tard. Ma sœur Olivia. Je l'ai appelée 3 fois. Chaque fois, ça allait directement à la messagerie vocale. La blessure la plus profonde cependant venait d'Ethan. Il m'a appelé de l'aéroport la veille. J'entendais le léger bruit des appels à l'embarquement en arrière-plan. « Bébé, je suis tellement désolé », avait-il dit, sa voix teintée d'un regret convaincant. Ce client à Chicago, ils ont avancé la réunion. C'est une affaire énorme pour ma promotion. Je serai de retour vendredi et je me rattraperai. Je le jure. J'ai déjà ton cadeau. Je l'ai cru. Bien sûr, je l'ai cru. C'était l'homme avec qui je construisais une vie. Nous avions un compte d'épargne commun, l'argent que nous mettions de côté depuis notre sortie de l'université, notre petite caisse d'université qui était devenue une mise de fonds pour une maison. Il était mon avenir. Sa promotion était notre promotion. Alors je lui ai dit que je comprenais. Je lui ai dit de faire attention. Je suis resté dans ce jardin vide pendant 1 heure à inventer des excuses au traiteur. Mes joues brûlaient d'humiliation. Je les ai payées, leur ai dit de donner la nourriture, et je suis rentré à la maison en pleurant. Le gâteau cher reposait intact sur le siège passager. Maintenant, en regardant la photo sur mon téléphone, les pièces s'emboîtaient avec une clarté horrible et brutale. La fausse sympathie dans la voix de ma mère. Le texte bref de mon père. Le silence d'Olivia. La réunion client à Chicago. Le voyage d'affaires. L'urgence familiale. Ce n'étaient pas 2 mensonges différents.
C'était un seul. Un seul plan parfaitement coordonné. Et j'étais la seule à ne pas être au courant. Mes mains ont commencé à trembler, non pas de tristesse, mais de quelque chose de froid et tranchant qui s'enroulait dans mes entrailles. J'ai regardé son visage souriant sur la photo, l'homme qui m'avait embrassé au revoir il y a 2 jours, et mon pouce est resté en suspens sur le bouton d'appel de son contact. Mon pouce était toujours en suspens sur son nom, une petite icône d'un homme souriant qui n'existait pas, quand mon téléphone a vibré dans ma main. Ce n'était pas lui. C'était ma mère. Pendant une seconde, une partie stupide et pleine d'espoir de moi pensait, elle appelle pour expliquer. Il y a une raison à tout cela, ai-je répondu, ma voix une poussière de murmure. Allô, Amélia, ma chérie. Oh, Dieu merci, tu as répondu. Sa voix était une performance, épaisse de larmes fabriquées et d'inquiétudes fébriles. Nous étions tellement inquiets. Nous venons d'apprendre pour Olivia et Ethan. J'ai juste fixé le mur, le téléphone semblait lourd comme une brique dans ma main. Vous venez d'apprendre, ai-je répété, ma voix plate. Oui, ma chérie. C'est juste un terrible, terrible malentendu. Elle sanglotait maintenant. Le genre de hoquet dramatique qu'elle utilisait pour se plaindre quand mon père était en colère à cause de ses factures de carte de crédit. Écoute-moi. Ethan nous l'a dit. Il nous l'a dit à tous que vous vous étiez séparés il y a des mois. Il a dit que c'était mutuel, que vous vouliez des choses différentes mais que vous restiez amis. Nous n'avions aucune idée que tu pensais toujours être ensemble. Un bouffet de chaleur m'est monté dans le cou. L'audace, la pure cruauté calculée du mensonge était à couper le souffle. Je pouvais presque les imaginer tous assis autour de la table à dîner, hochant la tête pendant qu'Ethan racontait son histoire, me peignant comme l'ex-petite amie délirante. Nous ne nous sommes pas séparés, maman, ai-je dit, les mots sonnant étrangers dans ma bouche. Oh, pauvre petite chose, a-t-elle caressé, sa voix dégoulinant de pitié qui ressemblait à de l'acide. Il t'a complètement trompé. Et il nous a trompés. Olivia a le cœur brisé que cela puisse te blesser. Elle aime tellement son nouveau mari, mais elle avait si peur de ta réaction. C'est pourquoi ils ont gardé le mariage petit et discret. Petit et discret. Les photos que je regardais étaient d'une célébration somptueuse dans l'un des lieux les plus chers de l'État. Traiteur, un orchestre de 12 musiciens, des centaines d'invités. Ma fête vide à Napa avait coûté une fraction de leur mariage petit et discret. Maman, ai-je dit, ma voix devenant dangereusement basse. Où ont-ils trouvé l'argent pour ce mariage? Il y eut une légère pause. Oh, tu sais, Ethan s'en sort tellement bien dans son travail. Cette nouvelle promotion est venue avec une prime formidable, un salaire bien meilleur qu'avant. Il prend tellement bien soin d'Olivia. Il a insisté pour tout payer lui-même pour montrer à ton père qu'il pouvait subvenir à ses besoins. Une nouvelle pensée, froide et tranchante comme un éclat de verre, a percé mon choc. Son travail, notre avenir, notre argent. Pendant que ma mère continuait de bafouiller sur des malentendus et sur la façon dont je devais être la personne plus grande pour le bonheur de ma sœur, mon autre main était déjà en mouvement. J'ai glissé hors de ma galerie de photos et ouvert mon application bancaire. Mon cœur martelait contre mes côtes. J'ai tapé le mot de passe de notre compte d'épargne commun, celui que nous avions nommé notre avenir. L'écran s'est chargé. Mon souffle s'est coupé. J'ai senti le sang quitter mon visage. Le solde en haut de l'écran indiquait $47.13. Il était supérieur à $80 000 la semaine dernière. $80 000 de mes propres économies de mon salaire depuis mes 22 ans. D'argent d'héritage offert par mes grands-parents, d'années d'économie et de privation. Ma moitié de notre avenir. Tout disparu. Amélia, es-tu là? Chérie, ne nous évite pas, me suppliait ma mère au téléphone. Je ne l'entendais plus. Je faisais juste défiler, mon pouce se déplaçant mécaniquement sur une longue liste de transactions. Retrait $5 000. Retrait $10 000. Un autre et un autre. Et puis, en bas, daté d'il y a seulement 4 jours, se trouvait le coup de grâce dévastateur. Un virement bancaire $50 000. La ligne de mémorial contenait une seule phrase répugnante, à compte pour le lieu. Mariage. Olivia et Ethan. Il n'avait pas seulement payé le mariage avec son argent. Il l'avait payé avec le mien. Avec mes rêves. Les paroles de ma mère sur sa promotion et sa prime n'étaient pas seulement un mensonge. C'était l'histoire de couverture d'un braquage.
Ils l'avaient tous regardé faire. Ils avaient célébré avec mon argent volé. Chérie, ton père et moi voulons t'aider à traverser ça. La voix de ma mère s'est interrompue dans mon oreille, inconsciente. Nous pouvons tous nous asseoir et en parler quand ils reviendront de leur lune de miel en Italie. Quelque chose en moi a craqué. Le chagrin, le choc, la douleur, tout s'est évaporé, laissant derrière lui quelque chose de froid, de dur et de clair. J'ai raccroché. Je n'ai pas dit au revoir. Je n'ai pas crié. J'ai juste appuyé sur le bouton rouge à l'écran, la coupant en plein milieu de sa phrase. J'ai fixé l'application bancaire, le petit nombre moqueur représentant les cendres de ma vie. Il ne m'avait pas seulement volé mon fiancé. Il m'avait volé mon avenir. Chaque sou. Pendant longtemps, je me suis juste assise là. Le téléphone gisait sur le coussin à côté de moi, semblant toxique, radioactif. Le silence est revenu, plus lourd cette fois, suffocant. J'avais l'impression d'être au fond de l'océan. La pression était immense. Je ne pouvais pas bouger. Je ne pouvais pas penser. Puis un seul hoquet étranglé s'est échappé de mes lèvres. Et puis un autre. Le barrage a cédé. Je me suis glissé du canapé sur le sol et je me suis recroquevillé en boule, pressant mon front contre le tapis rêche. Le genre de pleurs qui vous déchire de l'intérieur a pris le dessus. C'était une douleur physique, une douleur vide dans ma poitrine qui semblait me fendre en deux. Chaque mensonge qu'il m'avait jamais raconté, chaque fois que ma mère avait félicité Olivia tout en me critiquant, chaque fois que mon père avait passé outre mes sentiments, chaque promesse rompue d'Ethan, tout cela m'est retombé dessus en même temps. Après ce qui a semblé être des heures, je me suis traîné jusqu'à l'armoire dans le couloir. Sur l'étagère du haut, derrière une pile de vieilles serviettes, se trouvait une boîte à chaussures. Je l'ai descendue. À l'intérieur se trouvait ma vie avec Ethan, des tickets de notre premier film, une rose séchée de notre premier anniversaire, une bande photo idiote de la fête foraine, et des dizaines de notes manuscrites qu'il avait laissées sur mon oreiller ou sur le pare-brise de ma voiture au fil des ans. J'ai hâte de te voir ce soir. Tu es mon tout. Future Madame Thompson. J'ai parcouru son écriture familière du doigt. L'encre maintenant un témoignage d'une grande tromperie. Ce n'était pas juste une rupture. Ce n'était pas un homme qui était tombé amoureux. C'était une conspiration, une longue arnaque. Ma propre famille m'avait tenu pendant que l'homme en qui j'avais confiance me volait à l'aveuglette, émotionnellement et financièrement. J'ai ramassé une dernière photo de la boîte. C'était du réveillon du Nouvel An. Il y a quelques mois seulement, nous étions sur le balcon de mon appartement, verre de champagne levé, souriant stupidement à l'appareil photo. Je me souviens de son toast. Pour 2025, avait-il dit, cognant son verre contre le mien. L'année où nous achèterons enfin notre maison. L'année où tout commencera pour nous. En regardant son visage souriant, mon propre sourire confiant et idiot, quelque chose en moi a changé. Les larmes se sont arrêtées. Les sanglots profonds et déchirants se sont calmés, remplacés par un calme étrange et glacé. J'ai regardé l'homme sur la photo. Cet étranger qui avait partagé mon lit et mes rêves, et je ne ressentais plus de tristesse. Je ressentais de la rage, une rage pure, nette, clarifiante. Pleurer ne me rendrait pas mon argent. Pleurer n'annulerait pas l'humiliation. Pleurer, c'était ce qu'ils attendaient. Ils s'attendaient à ce que je m'effondre, à devenir une histoire tragique qu'ils pourraient raconter à leurs amis avec une pitié performative. Ils s'attendaient à ce que je sois la victime. Je ne serais pas la victime. Je me suis levé, mes jambes tremblantes mais déterminées. Je me suis dirigé vers mon ordinateur portable, je l'ai ouvert, et l'écran a illuminé mon visage taché de larmes. Pendant un moment, mon curseur est resté suspendu au-dessus du dossier nommé Ethan et moi. Ma première réaction a été de tout supprimer, d'effacer les 5 dernières années de ma vie, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai créé un nouveau dossier sur mon bureau. J'ai tapé un seul mot. Preuve. Mes doigts ont volé sur le clavier. Je suis retourné sur les réseaux sociaux, capturant des captures d'écran de chaque photo de mariage. Les invités, le lieu, le gâteau, le couple heureux. Je les ai tous enregistrés. Je me suis connecté à ma banque, j'ai téléchargé le relevé complet montrant le vol de 80 000 $, et j'ai enregistré le PDF. J'ai parcouru mes anciens emails, trouvant ceux où Ethan et moi discutions de notre plan d'épargne, de notre intention d'utiliser l'argent pour une mise de fonds. Preuve. J'ai scanné chaque carte d'anniversaire de ma mère où elle appelait Ethan,
le fils qu'elle n'avait jamais eu. Plus de preuves. Chaque clic était un petit acte de défi. Chaque fichier sauvegardé était une brique dans le mur que je construisais autour de mon cœur brisé. J'ai travaillé pendant 1 heure, mon chagrin remplacé par un but froid et méthodique. Quand j'ai eu fini, j'avais un dossier soigné et organisé rempli de l'histoire de leur trahison. Leur conspiration entière documentée et indéniable. Ils pensaient m'avoir laissé avec rien. Ils avaient tort. Ils m'avaient laissé une cause. J'ai regardé le dossier, la montagne de leurs mensonges, et j'ai su ce que je devais faire ensuite. Ma main était stable alors que je prenais mon téléphone. Je n'ai pas cherché de thérapeute. Je n'ai pas appelé un ami pour pleurer sur son épaule. J'ai ouvert mon navigateur web et j'ai tapé 3 mots dans la barre de recherche. Meilleur avocat en fraude. Si vous m'écoutez encore, s'il vous plaît, aidez-moi en aimant cette vidéo et en commentant le chiffre ainsi dessous. Cela me fait savoir que vous m'avez liké et cela me dit que vous êtes avec moi dans ce voyage. Votre soutien est un immense encouragement qui me motive à continuer. S'il vous plaît, commentez avec le chiffre 1, puis écoutez pendant que je vous raconte le reste de mon histoire. Le lendemain matin, je suis entré dans le bureau d'un homme nommé Arthur Davis. Son cabinet était situé au dernier étage d'un gratte-ciel en verre en centre-ville, le genre d'endroit qui sent l'argent et la confiance tranquille. Monsieur Davis était dans la soixantaine, avec des yeux vifs et une poignée de mains capables d'écraser des rochers. Il n'a pas offert de pitié. Il a offert une stratégie. J'ai tout étalé sur son bureau en acajou brillant. Les relevés bancaires, les emails, les captures d'écran du mariage. Je lui ai raconté toute l'histoire, ma voix ne vacillant jamais. Il a écouté attentivement, notant occasionnellement sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière dans son fauteuil en cuir et a joint ses doigts. Mademoiselle Miller, a-t-il dit, sa voix calme et égale. Ce que votre ex-fiancé a fait n'est pas une simple affaire de cœur brisé. C'est un vol qualifié. Ce que votre famille a fait, c'est aider et encourager une conspiration criminelle. Ils sont complices. Entendre ma douleur traduite dans le langage froid et dur de la loi a été la chose la plus validante que j'ai jamais expérimentée. Ce n'était pas juste moi qui faisais mon cinéma. C'était un crime. Il se croit intouchable, ai-je dit. Mon père est bien connu dans cette ville. Ils ont de l'argent. Ils ont des contacts. Un mince sourire a effleuré les lèvres de Monsieur Davis. Les gens comme ça croient souvent en leur propre presse. Ils ont beaucoup à perdre. Des réputations, des affaires. Leur position dans la communauté. Cela les rend vulnérables. Il s'est penché en avant. Nous pouvons poursuivre pour le retour de vos fonds, plus des dommages punitifs pour détresse émotionnelle. Ce sera un combat. Êtes-vous prête pour cela? Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je suis prête. En quittant son bureau, j'ai eu l'impression d'avoir une once de pouvoir pour la première fois de ma vie. Les étapes suivantes ont été brutales mais nécessaires. Je suis retourné à l'appartement que j'avais partagé avec Ethan, celui rempli de ses vêtements, de ses livres, de son odeur. Je n'ai pas pleuré. J'ai fait mes valises. J'ai été méthodique. J'ai engagé des déménageurs et j'ai mis tous mes meubles, mes livres, toute ma vie en entrepôt. J'ai emballé 2 valises avec seulement l'essentiel. Tout le reste, chaque cadeau qu'il m'avait jamais fait, chaque photo, chaque souvenir partagé, je les ai tous laissés derrière moi dans une pile au milieu du salon. J'ai laissé tomber les clés sur le comptoir, je suis sorti, et je n'ai jamais regardé en arrière. Mon travail était terminé. J'ai dit à mon patron que je traitais une grave crise familiale et que j'avais besoin de démissionner. J'avais un salaire décent et j'avais été une excellente employée. Alors, ils m'ont offert un congé, mais j'ai refusé. Je ne pouvais pas rester dans cette ville. Chaque coin de rue contenait un souvenir, un fantôme d'une vie qui avait été un mensonge. J'avais besoin d'une rupture nette, d'un redémarrage total. 2 semaines plus tard, j'étais dans un avion pour Austin, au Texas. Je n'y étais jamais allé avant. C'était le but. C'était un endroit sans histoire, sans fantôme, juste un avenir que je devrais construire moi-même à partir de zéro. Les premiers mois ont été un tourbillon d'appartements bon marché, de nouilles instantanées et d'entretiens d'embauche. C'était solitaire. C'était difficile. Il y avait des nuits où je m'asseyais dans mon petit salon vide, et le poids total de ce que j'avais perdu me frappait, et je fixais le mur pendant des heures.
Mais je ne me suis jamais laissé retomber dans ce trou noir de chagrin. Chaque fois que la tristesse s'insinuait, j'ouvrais mon ordinateur portable et regardais le dossier de preuve. Cela me rappelait mon objectif. J'ai trouvé un emploi dans le marketing chez une start-up technologique en pleine croissance. Le travail était exigeant. Les heures étaient longues, mais j'y mettais toute mon énergie. Ma concentration était implacable. Pendant que mes anciens amis se mariaient et avaient des bébés, je concluais des affaires et réécrivais des stratégies marketing. J'ai été promu en 6 mois. Pendant tout ce temps, je travaillais avec Monsieur Davis. Nous communiquions par email crypté. Je lui envoyais toutes les nouvelles informations que je pouvais trouver. Il construisait le dossier méthodiquement, pièce par pièce. Ma famille avait essayé de me contacter, bien sûr. Des dizaines de messages vocaux de ma mère, oscillant entre une légère inquiétude et des exigences furieuses que j'arrête ce non-sens enfantin. Quelques emails de mon père menaçant de me déshériter, une menace creuse car je savais qu'il n'y avait de toute façon aucun héritage pour moi. Je n'ai jamais répondu. Mon silence était un mur qu'il ne pouvait pas franchir. Un soir, environ 8 mois après mon déménagement, un email de Monsieur Davis est arrivé dans ma boîte de réception. Mon cœur a bondi. L'objet était court, un obstacle. Je l'ai ouvert. Mes yeux ont parcouru le texte. Amélia, disait-il, leur avocat a répondu à notre première lettre de mise en demeure. Ils déposent une requête pour rejeter l'affaire. Ils prétendent que les $8 000 étaient un cadeau que tu as volontairement donné à Ethan pour l'aider à démarrer sa nouvelle vie. Ils prétendent que vous vous étiez joyeusement séparés et que ce procès est un acte vindicatif d'une ex-jalouse. Nous avons besoin de plus que des relevés bancaires. Nous avons besoin de quelque chose qui prouve son intention de vous frauder. Quelque chose qui relie explicitement l'argent à un avenir partagé qu'il connaissait. Pour l'instant, c'est ta parole contre la leur. Je me suis penché en arrière dans ma chaise, l'air quittant mes poumons. Un cadeau. Ils essayaient de transformer les économies de ma vie en un généreux cadeau de départ. Ma parole contre celle des 4. J'ai ressenti une froide peur familière revenir. Pour la première fois, je me demandais s'ils allaient vraiment s'en tirer. L'email de l'avocat était comme un coup de poing dans l'estomac. Un cadeau. Le mot était si insultant, si dédaigneux des 5 années de ma vie que j'avais investies. Pendant une semaine, j'ai ressenti une sorte de panique de bas niveau que je n'avais pas ressentie depuis cette première nuit. Ils allaient déformer cela. Ils allaient me dépeindre comme l'ex-petite amie folle et vengeresse. Et avec la réputation de mon père dans cette ville, les gens les croiraient. Comment pouvais-je prouver ce qui était dans la tête d'Ethan? Comment pouvais-je prouver qu'ils étaient tous au courant? J'étais assise à ma table de cuisine un samedi matin, fixant une pile de documents juridiques et me sentant désespéré, quand la sonnette a retenti. C'était un livreur avec un petit paquet lourd. Il provenait d'une adresse que je ne reconnaissais pas, envoyée d'une petite ville du Vermont. J'ai signé pour « Confuse ». À l'intérieur de la boîte en carton se trouvait une vieille boîte à bijoux recouverte de velours, fanée par le temps, et une lettre. J'ai ouvert la lettre en premier. L'écriture était élégante mais tremblante. C'était de ma grande-tante Margaret, la sœur cadette de ma grand-mère. Je ne l'avais pas vue depuis que j'étais petite fille. Ma chère Amélia, commençait-elle. J'ai entendu par le réseau familial les ennuis que tu rencontres. Je ne suis pas surprise, mais je suis profondément désolée. Ta mère a toujours été bien. Elle est ce qu'elle est. Avant que ta grand-mère ne décède, elle m'a donné cette boîte. Elle m'a fait promettre de la garder en sécurité jusqu'au bon moment. Elle a dit que ta mère essaierait de la réclamer, mais que ce n'était pas pour elle. C'était pour sa petite fille la plus forte. Mes mains tremblaient en lisant la dernière ligne. J'ai ouvert la boîte en velours. Niché à l'intérieur, sur un lit de soie décoloré, se trouvait le collier de ma grand-mère. Une délicate chaîne en platine avec un seul diamant éblouissant qui capturait la lumière du matin et projetait de minuscules arcs-en-ciel à travers ma cuisine. Je me souvenais de vieilles photos. Ma mère m'avait toujours dit qu'il avait été perdu lors d'un déménagement il y a des années, qu'elle en avait le cœur brisé. Un autre mensonge. Ma grand-mère me voyait d'une manière que ma propre mère n'avait jamais fait. Elle savait que j'étais forte. Tenir ce collier, sentir son poids frais dans ma paume, c'était comme une injection d'adrénaline dans mon âme. Ce n'était pas juste un bijou. C'était une validation. C'était une partie de mon véritable héritage, un legs de force transmis à moi. Cela m'a rappelé qui j'étais.
Je n'étais pas une victime. J'étais la petite fille de ma grand-mère. Le collier ne résolvait pas mon problème juridique, mais il rallumait mon feu. Cet après-midi-là, déterminé à trouver quelque chose, n'importe quoi, j'ai commencé à fouiller sur Internet, pas pour des documents juridiques, mais pour des preuves sociales. J'ai commencé à regarder les cercles sociaux dans lesquels ma famille évoluait. Et c'est là que je l'ai trouvé. C'était un article sur un blog de société locale. Un article flatteur sur mon père, Richard Miller, et son travail acharné pour la charité. L'article se concentrait sur leur plus grand événement de l'année, le gala de charité annuel de la famille Miller pour l'hôpital pour enfants. C'était leur joyau de la couronne, l'événement qui cimentait leur statut de pilier de la communauté. L'article citait abondamment mon père. Il parlait d'intégrité, de valeurs familiales et de l'importance d'un bon nom. Et puis j'ai vu la date. Le gala était dans 6 semaines. Une idée, nette et brillante, a éclairé mon esprit. J'avais essayé de les combattre dans un tribunal, une bataille privée d'avocats et de motions. Mais ce n'était pas là que résidait leur pouvoir. Leur pouvoir résidait dans leur image publique. Leur réputation était tout. C'était leur talon d'Achille. J'ai pensé à la liste des invités. Le maire, les membres du conseil municipal, les chefs d'entreprise, tous leurs riches amis et clients, toutes les personnes que mon père devait impressionner, toutes les personnes que ma mère aimait tenir pour acquises. Que se passerait-il si leur monde parfait et soigné était brisé devant ce public précis? Que se passerait-il si leur masque soigneusement construit était arraché dans le seul endroit où ils se sentaient en sécurité? J'ai pris le téléphone et j'ai composé le numéro de mon avocat. Monsieur Davis a répondu à la deuxième sonnerie. M. Davis, ai-je dit, ma voix stable et nette avec un nouveau but. Oubliez la requête en irrecevabilité. Arrêtez tout. Je sais comment nous allons gagner cela, et nous allons le faire publiquement. Les 6 semaines précédant le gala ont été les plus intenses de ma vie. Mon plan était audacieux, et Monsieur Davis, après un moment initial de silence stupéfait, l'a adopté avec l'enthousiasme d'un prédateur expérimenté. Il l'a appelé un service public avec préjudice maximal. Premièrement, nous devions me faire entrer à l'événement. Le père de ma famille était un sponsor majeur et leur table était réservée aux clients privilégiés et aux représentants de la ville. Mais ma propre entreprise, la start-up technologique d'Austin, était en pleine croissance. Je suis allé voir mon PDG avec une proposition. J'ai présenté un programme de parrainage pour le gala, le présentant comme une mesure stratégique pour renforcer la présence de notre marque sur un nouveau marché. J'ai exposé les opportunités de réseautage, la couverture médiatique. Je n'ai jamais mentionné ma connexion personnelle. J'étais purement professionnel. Il l'a approuvé. Mon entreprise a acheté une table. Ensuite, les préparatifs juridiques. Monsieur Davis a rédigé la sommation officielle, non seulement pour Ethan, mais aussi pour Olivia, ma mère et mon père, dans des documents séparés, chacun détaillant leur rôle spécifique dans la conspiration et la fraude. Il a engagé un huissier de justice local, un homme discret et professionnel qui comprenait l'importance du timing. Le plan était précis. L'huissier entrerait dans la salle de bal à 20h45 précise, au plus fort de la soirée, pendant le discours d'ouverture de mon père. Alors que le jour approchait, un calme étrange s'est installé en moi. La rage et le chagrin étaient toujours là, mais ils avaient été forgés en quelque chose d'autre, un outil. Je suis retourné en Californie 2 jours avant l'événement. Je n'ai dit à personne que je venais. Je ne suis pas resté dans un motel bon marché. J'ai utilisé l'argent de mon premier gros chèque de commission à mon nouveau travail et j'ai réservé une suite au Fairmont, un hôtel historique et luxueux surplombant la ville. La fille qui avait fui la ville dans la honte il y a 1 an était partie. À sa place se trouvait une femme avec un objectif. Ce soir-là, j'ai commandé un service en chambre, me suis assise près de la fenêtre surplombant les lumières scintillantes de la ville et j'ai revu le plan une dernière fois. J'ai ressenti un frisson de peur, un éclair de doute. Et si ça tournait mal? Et s'il se retournait contre moi? Puis j'ai ouvert la boîte en velours. J'ai sorti le collier de ma grand-mère. Le diamant semblait briller à la lumière de la lampe. Je l'ai attaché autour de mon cou. Le métal froid sur ma peau était un point d'ancrage. C'était un rappel que je n'étais pas seul. J'avais la force de la femme qui m'avait précédé. La peur s'est dissipée, remplacée par une résolution froide et constante. La nuit du gala est arrivée. J'ai pris mon temps pour me préparer.
J'avais acheté une robe pour l'occasion. Elle n'était pas noire, la couleur du deuil. Elle n'était pas rouge, la couleur de la vengeance évidente. Elle était d'un vert émeraude profond, la couleur de la nouvelle croissance, de l'argent, de la vie. Elle était élégante et puissante. Avec mes cheveux coiffés et le collier de diamants reposant parfaitement à ma clavicule, je me suis regardé dans le miroir. Je ne reconnaissais guère la femme qui me regardait en retour. Ses yeux n'étaient pas remplis de larmes. Ils étaient remplis de feu. Le trajet jusqu'au lieu était surréaliste. Nous avons dépassé des restaurants où Ethan et moi avions célébré nos anniversaires. Nous avons dépassé le parc où il m'avait demandé en mariage. Ce n'étaient que des endroits maintenant, des scènes de la vie de quelqu'un d'autre. La voiture, une élégante berline noire que j'avais louée, s'est arrêtée à l'entrée principale de la salle de bal. Un valet a ouvert ma portière. Les lumières étaient aveuglantes. Le son d'un orchestre live et le bavardage de centaines de personnes se sont répandus sur les marches. J'ai pu voir les flashs des appareils photos de la presse locale à l'intérieur. C'était tout ce qu'ils aimaient, un spectacle de leur propre importance. J'ai pris une profonde inspiration, les diamants froids du collier de ma grand-mère reposant contre ma peau, une armure silencieuse. Et je suis entré. Entrer dans cette salle de bal, c'était comme entrer dans une tanière de lion. L'air était épais de parfums coûteux et du faible bourdonnement d'autocongratulation. Les lustres laissaient couler des cristaux du plafond. Des serveurs en smoking se déplaçaient dans la foule avec des plateaux de champagne. C'était une illusion parfaite de classe et de charité. Les têtes se sont tournées quand je suis entré. J'ai vu les ondes de reconnaissance, les murmures se répandant d'un petit groupe doré à l'autre. Est-ce Amelia Miller? La fille de Richard. Je pensais qu'elle avait déménagé. Je les ai ignorés. Mes yeux scrutaient la pièce. Et puis je les ai vus. Ils tenaient le pavé près de la scène principale, la famille parfaite exposée. Mon père, Richard, avait l'air royal dans son smoking, serrant la main du maire. Ma mère, Carole, était radieuse dans une robe argentée, riant de ce rire faux et tintinnabulent. Et à côté d'elle, se tenant la main, se trouvaient Olivia et Ethan. Olivia portait une robe à paillettes moulantes et avait l'air suffisante. Ethan avait l'air fatigué. Il tenait un verre et son sourire n'atteignait pas ses yeux. Nos regards se sont croisés à travers la salle bondée. Le sourire de ma mère s'est figé sur son visage. Son verre s'est arrêté à mi-chemin de ses lèvres. J'ai vu un éclair de panique pure dans ses yeux. Mon père a suivi son regard et son visage s'est durci en un masque de fureur froide. Olivia avait juste l'air choquée, sa bouche légèrement entr'ouverte. Et Ethan, il avait l'air d'avoir vu un fantôme. Il a même reculé d'un pas, l'attirant avec lui. Je ne suis pas allé vers eux. Je n'ai pas eu besoin de le faire. Je leur ai adressé un petit sourire lent. Un sourire qui ne contenait ni chaleur, ni pardon. Un sourire qui disait, je sais tout et je suis là. Puis je leur ai tourné le dos, je me suis dirigé vers la table de ma société et j'ai pris ma place. J'ai pu sentir leurs yeux me brûler le dos pendant le reste de l'heure. Le dîner a été un tourbillon de conversations polies avec mes voisins de table. J'ai mangé mon poulet. J'ai bu mon vin, et j'ai attendu. À 20h30, les lumières se sont atténuées. Le maître de cérémonie est monté sur l'estrade et a commencé une introduction élogieuse pour l'homme de la soirée, le philanthrope, le chef d'entreprise, l'homme de famille, mon père. Il est monté sur scène sous de tonitruants applaudissements. Il s'est tenu au podium, se prélassant dans l'adoration. Il a commencé son discours. Merci à tous d'être là ce soir, a-t-il commencé, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Quand nous parlons de communauté, nous parlons vraiment de famille. Nous parlons d'intégrité. Nous parlons des valeurs que nous transmettons, de l'héritage que nous construisons. J'ai regardé l'horloge sur mon téléphone. 20h44 alors que mon père atteignait le point culminant de son discours sur l'honneur et la confiance, je l'ai vu. Un homme dans un costume gris simple et bien coupé est entré dans la salle de bal par une porte latérale. Il était sans particularité, invisible. Il se déplaçait avec un objectif tranquille, ses yeux balayant la pièce. C'était l'huissier. Il s'est dirigé directement vers la scène. Quelques personnes l'ont remarqué, un murmure bas a commencé dans la foule. Mon père, aveuglé par les lumières de la scène, ne l'a pas vu au début. L'homme a monté les quelques marches et s'est approché du podium. Mon père s'est arrêté en plein milieu de sa phrase,
ses yeux s'écarquillant de confusion puis de colère. « Excusez-moi » a-t-il sifflé dans le micro. « C'est un événement privé. » L'homme en costume gris n'a pas bronché. Il a simplement tendu une épaisse enveloppe manille. « Richard Miller » a-t-il dit, sa voix calme mais ferme, non capturée par le micro, mais audible pour les premières rangées. « Vous avez été signifié. » Un soupir collectif a traversé la salle de bal. L'homme a posé l'enveloppe sur le podium devant mon père stupéfait. Puis il s'est retourné, et redescendu les marches et s'est dirigé droit vers la table de ma mère. Il lui a tendu une deuxième enveloppe. Son visage est devenu blanc comme un drap. Il est ensuite passé à la table d'Olivia et d'Ethan. Il a placé une enveloppe devant Olivia, qui a immédiatement éclaté en sanglots. Et enfin, il a placé la dernière enveloppe directement devant Ethan, qui l'a simplement regardé comme si c'était un serpent. « Ethan Thompson, vous avez été signifié. » La salle a éclaté dans un chaos indescriptible. Les murmures se sont transformés en un rugissement. Des appareils photo de téléphone portable étaient partout, des flashs éclataient comme des feux d'artifice. Mon père est resté figé sur la scène, le discours sur son héritage oublié. Ma mère avait l'air sur le point de s'évanouir. Ma sœur sanglotait de façon incontrôlable. Je n'ai rien dit. Je n'avais pas à le faire. J'ai jeté un dernier regard au désastre de leur soirée parfaite, à leur héritage se transformant en cendres sous leurs yeux. Puis je me suis levé, j'ai lissé ma robe vers émeraude et je suis sorti de la salle de bal, laissant derrière moi la symphonie de leur destruction. Les répercussions ont été immédiates et spectaculaires. Le lendemain matin, le blog de société qui avait autrefois loué mon père affichait un nouveau titre, « Le gala de charité des Miller se termine dans le chaos alors que la famille est citée à comparaître pour fraude. » L'histoire était partout. Mon avocat m'avait donné un tuyau anonyme au journaliste que j'avais identifié et elle l'avait exploité. L'article incluait les détails accablants, la trahison d'anniversaire, le compte d'épargne vidé, la conspiration. L'histoire de l'intégrité de mon père a été remplacée par l'histoire de la cupidité de sa famille. Il n'avait aucune chance. Face à un procès public et à la procédure de divulgation qui aurait exposé chacun de leurs secrets financiers et personnels, ils ont cédé. Monsieur Davis m'a appelé une semaine plus tard. Ils avaient accepté de régler. Ils rembourseraient chaque centime des $80 000 plus $100 000 supplémentaires en dommages punitifs. Ils ont également dû signer une déclaration reconnaissant que les fonds n'étaient pas un cadeau, admettant ainsi leur mensonge. Il n'y aurait pas de combat désordonné de type divorce, pas de bataille pour la garde des mensonges, juste une défaite silencieuse et humiliante. L'argent est apparu sur mon compte 3 jours plus tard. Mais ce n'était jamais à propos de l'argent. C'était à propos de la vérité. Leurs affaires ont souffert. Les clients qui valorisaient la discrétion et un bon nom se sont détournés. Les amis qui s'étaient autrefois pressés à leur fête traversaient maintenant la rue pour les éviter. Ils avaient construit leur monde sur des fondations d'apparence. Et avec un seul document juridique bien placé, j'avais fait s'effondrer toute la maison. Je suis resté à Austin. Ma vie a continué d'avancer. J'ai obtenu une autre promotion au travail, devenant finalement la chef de mon département. J'ai acheté une petite maison avec un grand jardin dans un quartier calme. Je me suis fait des amis, de vrais amis, ceux qui apportaient de la soupe quand j'étais malade et célébraient mes succès sans la moindre trace de jalousie. J'ai construit ma propre famille de choix. Un an jour pour jour après le gala, pour mon 31e anniversaire, j'ai organisé une fête dans mon jardin. Ce n'était pas une fête somptueuse. Juste une douzaine de personnes, un grill plein de hamburgers et des guirlandes lumineuses scintillant dans le doux crépuscule texan. Il y avait tant de rire. Avant que mes amis n'arrivent, je me suis habillé dans ma chambre. J'ai ouvert la vieille boîte en velours. Le collier de ma grand-mère brillait sur la soie. Je l'ai attaché autour de mon cou. Il ne me semblait plus être une armure. Il semblait juste y appartenir. En me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme heureuse. Une femme en paix. Les cicatrices étaient toujours là. De fines lignes d'une bataille que j'avais gagnée. Mais elles ne me faisaient plus mal. Elles n'étaient qu'un rappel de ma force. Ma famille avait essayé de m'exclure, de me laisser avec rien dans le silence de leur trahison. Mais ce qu'ils n'avaient pas compris, c'est que lorsqu'on enferme quelqu'un dans une prison toxique et sans amour, on ne le punit pas. On le libère. Ils m'avaient banni, mais j'avais trouvé un foyer. Merci beaucoup d'avoir écouté mon histoire. Ce n'était pas facile à raconter,
mais la partager me semble être la dernière étape pour clore ce chapitre de ma vie. Si vous vous êtes déjà senti ignoré ou trahi par les personnes qui étaient censées vous aimer le plus, quel a été le moment où vous avez su que vous deviez vous défendre? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si mon histoire vous a parlé, veuillez envisager de liker cette vidéo et de vous abonner pour en savoir plus. Vous n'êtes pas seul.